Chapitre 11. Au seuil de la porte. En 2 jours de voyage, ils avaient remonté à la rame tout le long lac et passé dans la rivière courante. Et maintenant, ils pouvaient voir tous la montagne solitaire, dressée haute et menaçante devant eux. Le courant était fort et leur allure lente. À la fin du 3e jour, à quelques milles en amont, ils se rapprochèrent de la rive gauche ou ouest et débarquèrent. Ils furent rejoints là par les chevaux, portant d'autres provisions et articles nécessaires, et les poneys destinés à leur usage personnel que l'on avait envoyés à leur rencontre. Ils chargèrent ce qu'ils purent sur les poneys et mirent le reste en réserve sous une tente. Mais aucun des hommes de la ville ne voulut demeurer avec eux, fût-ce pour une nuit, aussi près de l'ombre de la montagne. En tout cas, pas avant que les chansons ne soient devenues réalité, dirent-ils. En ces régions sauvages, il était plus facile de croire aux dragons que de croire Thorin. En vérité, il n'était besoin d'aucune garde pour leur réserve, car tout le pays était désolé et vide. Leur escorte les quitta donc, et décampa vivement par la rivière et les sentiers menant à la rive, bien que l'obscurité commençât déjà à tomber. Ils passèrent une nuit froide et solitaire, et leur ardeur s'évanouit. Le lendemain, ils se remirent en route. Balin et Bilbo chevauchaient en queue, chacun menant à côté de lui un second poney lourdement chargé. Les autres étaient à quelque distance en avant, choisissant un chemin lent, car il n'existait pas de sentier. Ils se dirigèrent vers le nord-ouest, en oblique à partir de la rivière courante, pour s'approcher toujours davantage d'un grand éperon de la montagne qui se projetait vers eux en direction du sud. C'était un voyage fastidieux, qu'ils effectuaient furtivement et en silence. Il n'y avait pas de rire, pas de chansons, pas de son de harpe. La superbe et les espoirs qui avaient animé leur cœur au chant des vieilles chansons près du lac s'étaient mués en un pesant pessimisme. Ils savaient qu'ils approchaient de la fin de leur voyage, et que cette fin pourrait être horrible. La contrée se faisait autour d'eux stérile et déserte, bien qu'autrefois elle eût été belle et verdoyante au dire de Thorin, et bientôt on ne vit plus un arbre ni un buisson, mais seulement des souches brisées et noircies pour rappeler ceux qui avaient depuis longtemps disparu. Ils étaient arrivés à la désolation du dragon, et ce au déclin de l'année. Ils atteignirent néanmoins le pied de la montagne, sans rencontrer aucun danger, ni d'autres signes du dragon, que le désert qu'il avait établi autour de son antre. La montagne se tenait sombre et silencieuse devant eux, les dominant de plus haut que jamais. Ils établirent leur premier campement sur le versant à l'ouest du grand éperon sud, qui se terminait par une éminence nommée Ravenhill, le mont aux corbeaux. Il y avait eu là un ancien poste de garde, mais ils n'osèrent la gravir pour le moment, car elle était trop exposée. Avant de se lancer dans l'inspection des éperons ouest de la montagne, à la recherche de la porte secrète sur laquelle se fondaient tous leurs espoirs, Thorin envoya des éclaireurs examiner les terres au sud, où se trouvait la grande porte. Il choisit pour cela Balin, Fili et Kili, et avec eux partit Bilbo. Ils marchèrent sous les escarpements gris et silencieux jusqu'au pied de Ravenhill. À cet endroit, la rivière, après avoir décrit une vaste boucle autour de la vallée de Dale, se détournait de la montagne pour se diriger vers le lac en un cours rapide et bruyant. La rive était nue et rocheuse, haute et escarpée, et regardant de là par-dessus la rivière étroite qui écumait et éclaboussait parmi de nombreux rochers, ils purent voir dans la large vallée ombragée par les bras de la montagne les ruines grises d'anciennes maisons, tours et murailles. « Voilà tout ce qui reste de Dale, » dit Balin. Les flancs de la montagne étaient verts de forêt et toute la vallée abritée était riche et agréable au temps où les cloches sonnaient dans cette ville. Il avait un air en même temps triste et sévère en prononçant ces mots. Il était au nombre des compagnons de Thorin le jour où le dragon était venu. Ils n'osèrent suivre la rivière beaucoup plus loin en direction de la porte, mais ils dépassèrent l'extrémité de l'éperon sud pour pouvoir observer, de derrière un rocher,
la sombre et caverneuse ouverture dans une grande paroi à pic entre les bras de la montagne. Par là jaillissaient les eaux de la rivière courante, et par là sortait aussi une vapeur et une fumée sombre. Rien ne bougeait sur l'étendue déserte, hormis la vapeur et l'eau et, de temps à autre, quelques noirs et sinistres corbeaux. Le seul son était celui de l'eau sur les pierres, et par moments, le croassement strident d'un oiseau. Balin frissonna. Retournons, dit-il. Nous ne pouvons rien faire de bon ici, et je n'aime pas ces oiseaux noirs. Ils ont l'air d'espions au service du mal. Le dragon est toujours vivant, et il est dans les salles sous la montagne. En tout cas, je l'imagine d'après la fumée, dit le hobbit. Ce n'est pas une preuve, dit Balin. Encore que je ne doute pas que vous ayez raison. Mais il pourrait être parti pour quelque temps, ou être couché sur le versant de la montagne, en observation. Ce qui n'empêcherait pas, je pense, que des fumées et des vapeurs ne s'échappent des portes. Toutes les salles à l'intérieur doivent être remplies de sa fumante puanteur. Sur ces sombres pensées, toujours poursuivis par les corbeaux croassant au-dessus de leur tête, ils revinrent d'un pas las vers le campement. En juin encore, ils avaient été les hôtes de la belle maison d'Elrond, et bien que l'automne glissât maintenant vers l'hiver, il semblait que des années se fussent écoulées depuis cet aimable temps. Ils étaient seuls depuis le dangereux désert, sans désormais aucune aide à espérer. Ils étaient parvenus au terme de leur voyage, mais aussi loin que jamais, selon toute apparence, du terme de leur quête. Aucun ne conservait beaucoup de courage. Or, si étrange que cela puisse paraître, M. Saquet en avait beaucoup plus que les autres. Il empruntait souvent la carte de Thorin, et il la consultait longuement, méditant sur les runes et sur le message des lettres lunaires qu'Elrond avait déchiffrées. Ce fut lui qui poussa les nains à la périlleuse recherche de la porte secrète sur les pentes à l'ouest. Ils déplacèrent alors leur campement pour l'établir dans une longue vallée au sud, où se trouvaient les portes de la rivière, et que bornaient des éperons inférieurs de la montagne. Deux de ces éperons se détachaient vers l'ouest de la masse principale, en longues arêtes dont l'escarpement tombait à pic vers la plaine. De ce côté occidental, on voyait moins de traces du dragon en maraude, et il y avait de l'herbe pour les poneys. De ce campement à l'ouest, ombragé toute la journée par l'escarpement et le mur, jusqu'à ce que le soleil commence à descendre vers la forêt, jour après jour, ils s'acharnèrent à rechercher des sentiers montant au flanc de la montagne. Si la carte était exacte, quelque part, loin au-dessus de l'escarpement à la tête de la vallée, devait se trouver la porte secrète. Jour après jour, ils revenaient au campement sans avoir rien trouvé. Mais enfin, ils découvrirent à l'improviste ce qu'ils cherchaient. Fili, Kili et le hobbit étaient redescendus un jour par la vallée, et ils jouaient des pieds et des mains parmi les rochers éboulés au coin sud. Vers midi, en se glissant derrière une grosse pierre qui se dressait seule comme un pilier, Bilbo tomba sur des marches grossières qui montaient. Les suivants, tout excités, les nains découvrirent les traces d'une piste étroite qui se perdait souvent pour se retrouver un peu plus loin. Elle serpentait jusqu'au haut de la crête sud pour mener en fin de compte à une corniche encore plus étroite. Celle-ci tournait vers le nord en travers de la face de la montagne. Regardant en bas, ils virent qu'ils se trouvaient au sommet de l'escarpement qui bordait la vallée et qu'il surplombait leur campement. Silencieusement, s'agrippant à droite à la paroi rocheuse, ils avancèrent en file indienne le long de la corniche, jusqu'au moment où la paroi s'ouvrit et où ils tournèrent dans un petit renfoncement au mur raide, au sol herbeux, où régnait le silence et la tranquillité. L'entrée qu'ils avaient découverte était invisible d'en bas à cause du surplomb de l'escarpement, et de plus loin aussi, car elle était si petite qu'elle ne paraissait qu'une fissure noire, sans plus. Ce n'était pas une caverne, le renfoncement était à ciel ouvert. Mais à son extrémité inférieure s'élevait un mur aussi lisse et droit que l'ouvrage d'un maçon, mais sans aucun joint ni fente. On n'y voyait aucun signe de montant, de linteau ni de seuil,
non plus que de barres, de verrous ou de serrures. Ils ne doutèrent point, cependant, qu'ils avaient enfin découvert la porte. Ils lui donnèrent des coups, ils la poussèrent, ils la supplièrent de remuer. Ils prononcèrent des fragments de formules magiques pour qu'elle s'ouvrît, mais rien ne bougea. Enfin, épuisés, ils se reposèrent sur l'herbe au pied de la porte, et puis, le soir venu, ils commencèrent leur longue descente. Il y eut grande excitation au campement cette nuit-là. Le lendemain matin, ils s'apprêtèrent à déménager une fois de plus. Seuls Beaufure et Bombure furent laissés derrière pour garder les poneys et les provisions qu'ils avaient apportées de la rivière. Les autres descendirent la vallée, remontèrent par le sentier nouvellement découvert, et arrivèrent ainsi à l'étroite corniche. Le long de celle-ci, ils ne pouvaient emporter ni ballots ni paquets, tant elle était étroite et vertigineuse avec son à-pic de 150 pieds sur les rochers aigus d'en bas. Mais chacun avait un bon rouleau de corde serré autour de la poitrine, et ainsi ils finirent par atteindre sans accident le petit renfoncement herbeux. Ils établirent là leur troisième campement, hissant à l'aide de leurs cordes ce dont ils avaient besoin. Ils purent aussi à l'occasion descendre par la même voie un des nains les plus actifs, tel Kili, pour échanger des nouvelles s'il y en avait ou prendre part à la garde d'en bas, tandis que Beaufure était hissé jusqu'au campement supérieur. Bombure refusa de monter, tant par la corde que par le sentier. « Je suis trop gros pour pareil chemin de mouche, dit-il. La tête me tournerait. Je me prendrais les pieds dans ma barbe et vous seriez de nouveau 13. Mais les cordes à nœuds sont trop minces pour mon poids. » Heureusement pour lui, cet argument était faux, comme on le verra. Cependant, certains, explorant le renfoncement au-delà de l'ouverture, découvrirent un sentier qui menait plus haut, toujours plus haut sur la montagne. Mais ils n'osèrent se risquer très loin par là, et il n'y avait d'ailleurs pas grande utilité à le faire. Là-haut, régnait un silence que ne rompait aucun oiseau, ni aucun son autre que celui du vent dans les crevasses de la pierre. Ils parlaient bas, et ne s'appelaient ni ne chantaient jamais, car le danger couvait dans chaque rocher. Les autres, qui s'affairaient sur le secret de la porte, n'eurent pas davantage de succès. Ils étaient trop impatients pour se soucier des runes ou des lettres lunaires, et ils s'escrimaient sans répit à découvrir à quel endroit précis de la face lisse du rocher se cachait la porte. Ils avaient apporté de Laqueville des pics et des outils de toutes sortes, et tout d'abord, ils tentèrent de s'en servir. Mais quand ils frappèrent la pierre, les manches éclatèrent et leur heurtèrent cruellement les bras, tandis que les têtes d'acier se brisaient ou pliaient comme du plomb. La technique des mines, ils le virent clairement, était vaine devant la magie qui avait fermé cette porte, et ils étaient terrifiés par la répercussion du bruit qu'ils faisaient. Bilbo trouvait que c'était une occupation ennuyeuse et vaine que de rester assis sur le pas de la porte. Il n'y avait pas de véritable pas de porte, bien sûr, mais ils appelaient ainsi par plaisanterie le petit espace herbeux qui s'étendait entre le mur et l'ouverture, en souvenir des paroles de Bilbo, il y avait bien longtemps, lors de la partie impromptue dans son trou de hobbit, quand il avait dit qu'ils pouvaient rester assis sur le pas de la porte jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une idée. Pour rester assis et réfléchir, ils n'y manquèrent point quand ils n'erraient pas sans but alentour, et ils devinrent de plus en plus maussades. La découverte du sentier avait un peu ranimé leur courage, mais à présent leur morale était au plus bas. Et pourtant, ils ne voulaient pas renoncer ni s'en aller. Le hobbit ne valait plus guère mieux que les nains. Il ne faisait que rester assis, le dos contre la paroi du rocher, à regarder au loin, vers l'ouest, par l'ouverture, par-dessus l'escarpement, par-dessus l'étendue des terres, vers le mur noir de Mirkwood, et les espaces dans lesquels il croyait parfois entrevoir les monts brumeux, tout petits et lointains. Quand les nains lui demandaient ce qu'il faisait, il répondait : « Vous avez dit que ma tâche serait de rester assis sur le pas de la porte et de réfléchir, sans parler de passer à l'intérieur. Alors je suis assis et je réfléchis. Mais je crains bien que sa méditation ne portât pas beaucoup sur sa tâche, mais plutôt sur ce qui se trouvait au-delà du lointain bleu, sur la tranquille terre de l'Ouest,
sur la colline et sur son trou de hobbit en dessous. Il y avait au centre de l'herbe une grande pierre grise, et il la contemplait maussadement, ou bien il observait les gros escargots qui semblaient aimer le petit renfoncement clos avec ses murs de roc frais, et qui rampaient en grand nombre, lentement et visqueusement, le long des parois. « Ce sera demain le début de la dernière semaine d'automne, » dit un jour Thorin. « Et l'hiver suit l'automne, » dit Bifur. « Et l'année prochaine viendra après cela, » dit Dwalin. « Et nos barbes pousseront assez pour prendre le long de l'escarpement jusqu'à la vallée, avant que rien ne se passe ici. Que fait pour nous notre cambrioleur? Puisqu'il possède un anneau invisible et qu'il devrait à présent savoir parfaitement s'en servir, je commence à trouver qu'il pourrait passer par la grande porte et aller examiner un peu les choses. » Bilbo entendit cette remarque. Les nains étaient assis sur les rochers, juste au-dessus de l'enclos où il était assis. « Seigneur, pensa-t-il, il faut toujours que ce soit ma pauvre personne qui les sorte de leurs difficultés, du moins depuis le départ du magicien. Que vais-je donc faire? J'aurais dû penser que quelque chose d'affreux m'arriverait en fin de compte. Je crois que je ne supporterai pas de revoir la malheureuse vallée de Dale. Quant à la porte fumante... » Cette nuit-là, il fut très malheureux et il dormit à peine. Le lendemain, les nains partirent tous à l'aventure en différentes directions. Certains faisaient prendre de l'exercice aux poneys en bas, tandis que d'autres erraient au flanc de la montagne. Toute la journée, Bilbo resta assis mélancoliquement dans le renfoncement herbeux, le regard fixé sur la pierre ou sur l'ouest par l'étroite ouverture. Il éprouvait un curieux sentiment d'attente. Peut-être le magicien va-t-il soudain revenir aujourd'hui, pensa-t-il. Quand il levait la tête, il apercevait la forêt au loin. À mesure que le soleil tournait à l'ouest, il y eut un rayonnement jaune sur le faîte lointain, comme si la lumière s'accrochait aux dernières feuilles pâles. Bientôt, il vit la boule orange du soleil descendre devant ses yeux. Il alla à l'ouverture et là, pâle et à peine visible, une mince lune nouvelle dominait l'horizon de la terre. À ce moment même, il entendit un brusque craquement derrière lui. Là, sur la pierre grise au milieu de l'herbe, était une énorme grive, d'un noir presque de jais, la poitrine jaune pâle tachetée de points sombres. Crac! Elle avait saisi un escargot qu'elle cognait sur la pierre. Crac! Crac! Tout à coup, Bilbo comprit. Oubliant tout danger, il se tint sur la corniche, d'où il appela les nains à grands cris et gestes de bras. Ceux qui étaient le plus près arrivèrent, culbutant sur les rochers et aussi vite que possible le long de la corniche, se demandant ce qui pouvait bien s'être passé. Les autres crièrent pour demander à être hissés par les cordes. Sauf Bombure, naturellement, il dormait. Bilbo s'expliqua rapidement. Tous gardèrent le silence. Le hobbit debout sur la pierre grise et les nains observant avec impatience la barbe agitée. Leurs espoirs s'évanouirent à mesure que le soleil descendait. Il sombra dans une ceinture de nuages rougis et disparut. Les nains gémirent, mais Bilbo restait toujours là, presque immobile. La petite lune descendait vers l'horizon. Le soir venait, et soudain, alors que leur espoir était au plus bas, un rayon rouge du soleil perça tel un doigt par une déchirure du nuage. Une traînée de lumière, pénétrant tout droit par l'ouverture dans le renfoncement, tomba sur la paroi lisse du roc. La vieille griffe qui, au perché et tête dressée, avait observé de ses yeux en vrille, lança subitement un trille. Il y eut un craquement retentissant. Un éclat de roche se détacha du mur et tomba. Un trou apparut tout à coup, à environ 3 pieds du sol. Vite, tremblant de laisser échapper la chance, les nains se précipitèrent vers le rocher et poussèrent. En vain. « La clé! La clé !» cria Bilbo. « Où est Thorin ?» Thorin s'avança en hâte. « La clé !» hurla Bilbo. « La clé qui accompagnait la carte! Essayez-la tout de suite pendant qu'il est encore temps !» Thorin s'approcha alors et retira de son cou la clé au bout de sa chaîne. Il la mit dans la serrure. Elle s'y adaptait
et elle tourna. Clic! La lueur s'éteignit, le soleil disparut, la lune était partie, et le soir envahit tout le ciel. Tous alors poussèrent ensemble, et lentement, un pan de rocher céda. De longues fentes droites apparurent, qui allèrent s'élargissant. Une porte de 5 pieds de haut et de 3 pieds de large se dessina, et lentement, sans aucun bruit, elle s'ouvrit vers l'intérieur. On eût dit que l'obscurité s'échappait comme une vapeur du trou dans le flanc de la montagne, et d'épaisses ténèbres, dans lesquelles plus rien n'était discernable, s'étendirent devant leurs yeux. Une bouche s'ouvrait béante, menant vers les profondeurs.